Aujourd'hui, à Manuel d'Histoire, je vous présente un entretien généreux que j'ai eu avec Mathieu Mercier, alias Monsieur Univers Social, sur Internet. C'est un enseignant d'histoire et de géographie québécois qui a su, dès ses premières années comme éducateur au secondaire, se mettre en mode solution et développer du matériel pour lui et aussi les autres. Mathieu est donc un pédagogue inspirant et en plus, il est fort sympathique. Cet épisode est aussi une occasion de vous parler des podcasts proposés par Balado Pédago, auquel ce podcast ici, Manuel d'Histoire, est lié. Je vous propose aujourd'hui l'offre du Balado Intention Pédago numérique. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention Pédago numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Vernière, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention Pédago numérique, c'est un rendez-vous. Une équipe très inspirante de pédagogues. Donc, Mathieu Mercier est un éducateur passionné qui œuvre pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Je l'ai connu en consultant son site web Monsieur Univers Social il y a quelques années. C'est un site qui offre plusieurs ressources pédagogiques en univers social, bien sûr. C'est aussi un animateur du podcast Intention Pédago numérique, précédemment en annonce. Il a aussi reçu le prix Reconnaissance en lecture du ministère de l'Éducation pour son projet privé de leur liberté et de leurs droits civils. C'est un projet interdisciplinaire. L'entretien que j'ai eu avec Mathieu s'est avéré riche en informations et il peut facilement servir autant aux nouveaux enseignants qu'aux plus aguerris. Bonne écoute. Bonsoir, Mathieu Mercier. Salut, je suis content d'être là. Ben écoute, je suis content de te rencontrer aussi. Ça fait quand même assez longtemps que je pense à cette idée-là de te rencontrer parce que ben moi, au départ, tu sais, ça fait 25 ans à peu près que j'enseigne. Puis à un moment donné, j'ai vécu comme un petit moment de bon, il faut que je renouvelle mon stock. Faut que j'aille retrouver des affaires. Puis j'ai vu en faisant une recherche sur Internet, j'avais vu Monsieur Univers Social. Et puis j'avais été fouillé là-dedans. Je trouvais ça donc bien trippant. Je me disais, waouh, c'est intéressant, c'est rafraîchissant. Alors, pour un prof qui commençait à dire, bon, il faut que je renouvelle, ben, tu m'as aidé à quelque part. Et je pense que tu as aidé une couple de profs comme ça au Québec, peut-être sans le savoir. Peut-être que tu le sais un petit peu aussi, mais en tout cas. Donc, ben c'est ça, ce soir, je voulais prendre le temps de jaser avec toi de peut-être ton parcours, ta vision pédagogique, des petits points comme ça qu'on avait préalablement discutés. Alors, toi, Mathieu, tu es dans le coin de Rivière-du-Loup, en fait, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Je suis installé ici depuis quelques années déjà. Pendant que je faisais mon baccalauréat à Rimouski, je me suis installé à Rivière-du-Loup rapidement là, en 2014, je crois. OK. Donc, toi, tu enseignes depuis quelle année à peu près? Ça fait longtemps que tu enseignes? Ben, j'ai terminé mon baccalauréat en 2016. Puis j'ai eu ma première tâche en 2018. Donc ça a été 2 ans après mon bac parce que les 2 premières années, c'était plutôt bouché, plutôt fermé comme opportunité. Mais disons que j'ai fait mes armes en suppléance pendant 2 ans. Puis le fait d'être enseignant en histoire, c'est-tu quelque chose que ça faisait longtemps là, que ça mûrissait en toi? As-tu toujours voulu être ça ou si on revient en arrière un petit peu là, dans ton Oui. développement, disons? Euh, En fait, comme beaucoup de personnes, je me suis cherché au cégep. Donc, j'ai Oui. pris un peu de temps, j'ai essayé différents parcours. Au départ, j'étais en informatique, donc pour devenir technicien en informatique, j'ai migré vers les sciences humaines par la suite. Je suis parti de mon patelin parce que je viens de Port-Cartier, je viens de la Côte-Nord. Puis j'allais au cégep de Sept-Îles, puis un matin, je me suis levé, j'ai dit non, là, je pars du nid familial, je pars de la maison, je vais à Rimouski. Et c'est là, en fait, que j'ai fait le déclic. Là. J'ai eu des profs de cégep d'histoire qui m'ont allumé cette passion-là. J'ai eu 2 excellents enseignants. Je m'en rappelle encore. Là, on a fait des projets incroyables, notamment sur la Première Guerre mondiale, sur le rationnement et tout. Ça m'avait allumé vraiment beaucoup. Puis après ça, quand est arrivée l'inscription à l'université, enseignement de l'histoire. Absolument. Puis c'était vraiment l'enseignement, c'était pas l'histoire comme telle, c'était vraiment la communication. C'est bien Oui, ça.
Oui, exactement. J'ai toujours eu envie de partager le savoir que j'acquiers, en fait, à travers mes expériences, à travers mes lectures, à travers la connaissance générale. Je trouve que c'est quelque chose qui doit se partager. C'est quelque chose qu'on, qu'on a, qui est un investissement, je pense, sur soi aussi. Puis c'est quelque chose qui a une valeur, à mes yeux, extrêmement importante. Absolument. Je dis toujours que c'est le plus beau métier du monde, en fait. Hein. Ça va pas tout le temps bien, loin de là. On vit des difficultés souvent, mais c'est payant. C'est payant en bout de ligne. Des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va venir et hey, merci pour ce que tu as fait. Des fois, c'est 10 ans plus tard. Puis ne serait-ce qu'une personne qui dit ça, on dirait que ça change tout. C'est sûr que là, je parle de mon vécu de vieux prof ou de jeunes vieux profs. Mais bon. Alors, toi, ton parcours, c'est ça. Et ton début, toi, en enseignement, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ça, ce début d'enseignement-là pour toi? Ouais. Ben, après mes 2 premières années de suppléance, on m'a offert une tâche que certains qualifieraient de suicide. J'enseignais en première secondaire en histoire-géographie, en deuxième secondaire en histoire-géographie, en histoire du Québec-Canada en troisième secondaire. J'avais 2 groupes de premier cycle adapté et un groupe de formation préparatoire au travail. Wow! OK. Tout Et un j'étais contrat. à 97-98%. J'avais même pas une tâche à 100% avec tout ça. Ce qui fait que, bon, j'ai sauté à 2 pieds là-dedans. Je me suis rendu compte assez vite que j'entrais dans une tâche de genre-là sans avoir de cahier d'activité, sans avoir nécessairement de manuel, puis sans avoir nécessairement beaucoup de supports visuels sur lesquels m'appuyer quand j'enseigne. Hmm. Bon, une année rock'n'roll, une année où j'ai rencontré des profs exceptionnels qui m'ont soutenu. J'ai terminé cette année-là souvent. Il y a certains soirs que je pleurais. Faut se l'avouer, les premières années, parfois, on n'a pas nécessairement les élèves les plus faciles à vivre, les plus motivés non plus. Ce qui fait que ça a été un choc cette année-là, je dirais. C'est une école qui était à 30 minutes de chez moi aussi, donc je faisais quand même 1 heure de route à chaque jour. Puis c'est une année qui a été extrêmement difficile, formatrice, je dirais aussi, parce que c'est cette situation-là qui m'a permis d'aller dans mes retranchements, puis de me lancer tranquillement dans une recherche de solutions pour avoir quelque chose de durable, de périn, pour que je puisse le réutiliser d'année en année. C'est là justement que le site web Monsieur Univers Social est apparu. Ah, Parce qu'avec... c'est Ouais, apparu, excuse-moi de ouais, t'interrompre. non, non, vas-y. C'est apparu dès le départ, c'est apparu dès cette année-là, dès cette première Ouais, année-là, ou ouais? c'est apparu quelque part, je pense, février ou mars de cette année-là, où je me suis rendu compte qu'avec mon groupe de troisième secondaire, c'était vraiment difficile d'avoir une période d'enseignement, d'avoir une période où je donne du contenu. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mes élèves qui eux, veulent avancer, puis qui veulent pas être dérangés par les autres nécessairement. Fait que j'ai tenté de lancer Monsieur Univers Social en histoire de troisième secondaire avec une sorte d'enseignement inversé. C'est-à-dire Oui. que les élèves allaient avancer de manière autonome, puis que j'allais être là pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Celles qui désirent avancer, sont pas tirés nécessairement par le bas par certains autres élèves. Je voulais vraiment favoriser l'apprentissage d'une partie de ces élèves-là, je pense, à ce moment-là. Ça demande une bonne préparation, un bon travail, mais je pense que tu as eu vraiment un bon réflexe, au lieu de dire, de se faire envahir par l'émotivité, puis on l'est tous, je veux dire, on est des humains, hein, c'est dur. C'est vrai qu'on pleure les premières années, ça m'est arrivé aussi, je veux dire, v'là longtemps, mais donc c'est ça, au lieu de s'enfermer dans l'émotivité ou quoi que ce soit, mais de dire, je vais être en mode solution, puis essayer de trouver quelque chose. Tu as été fort là-dedans aussi, donc est-ce que, donc c'est ça, tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque de matériel. Tu t'as dit, je Oui, vais créer mon matériel, finalement, d'une certaine manière. Là. tout à fait. Alors, c'est ce que je vois. Est-ce que tu avais créé du matériel au niveau du site web, mais est-ce que aussi tu avais commencé à aller voir d'autres profs aussi, des choses comme ça? As-tu élargi un peu Oui, ton en fait, j'avais quand même un peu de matériel, quelques fiches d'activité. Quand j'ai fait mon 4e stage professionnel, mon ancien associé m'avait partagé toutes ces activités numériques, notamment. J'avais beaucoup de fiches reproductibles. Donc, j'étais capable de m'en sortir, mais aussi quand on débute la carrière, animer un cours,
c'est pas si évident que ça. Parfois, on va penser, quand on planifie notre période, que bon, j'en ai pour 20 minutes d'explication. On se rend compte qu'après 8 minutes, j'ai plus rien à dire. Donc ça se travaille aussi en début de carrière, d'avoir suffisamment de contenu à expliquer, suffisamment de connaissances pour être capable d'aller un peu plus loin avec les élèves, apporter de la nuance. Puis, faut pas sous-estimer aussi le rapport à la connaissance qu'on doit avoir pour enseigner. Mhm. On sait qu'on est un passeur culturel d'une part, on va permettre le développement de compétences, mais le développement de compétences sans les connaissances, c'est pas possible. Donc, il y a tout ce jeu-là aussi d'apprivoiser le programme, d'apprivoiser la progression des apprentissages, puis tenter de le maîtriser en même temps qu'on fait nos armes. C'est un jeu d'équilibrisme quand même important. Puis quand la gestion de classe, ça va pas nécessairement bien en début de carrière, on se retrouve avec une grenade dégoupillée, puis il faut faire quelque chose avec ça. Absolument. Puis, ce que je me rendais compte aussi, c'est quand tu arrives des fois dans la salle des profs, il va y avoir un prof qui va te dire fais ceci, fais cela, un autre prof qui va dire fais ça. Nous, en tant que jeunes profs, on veut être gentil envers tout le monde, puis souvent, ça peut devenir une problématique, des fois, d'essayer d'écouter tout le monde, puis on n'est pas soi-même quand on fait ça. Ah, c'est un art enseigné, hein? Et puis, je me demandais comment toi, tu as été faire pour aller chercher justement ces connaissances-là. Tu sais, au départ, on les a peut-être pas à 100%. J'imagine, toi, ta source d'aller chercher ça, tu faisais des lectures, tu faisais des recherches un peu par toi-même ou? Ben, je pense d'abord, puis on va revenir à ça éventuellement aussi, le baccalauréat de 4 ans là, nous permet d'avoir certains automatismes dans notre pratique. Au quotidien, à chaque période et parfois même à travers une période, on va se remettre en question. On est toujours en train de dire, OK, j'ai fait ça avec tel groupe, ça a moins bien été, peut-être que si j'adapte ça, et même en 2 périodes, on est capable de s'ajuster rapidement. Je pense que mon bac m'a donné ces automatismes-là, ces réflexions, toujours de me demander qu'est-ce que je peux faire de différent qui va me permettre d'aller chercher un petit peu plus d'attention, un petit peu plus d'implication. Ça m'a permis, je pense, d'avoir les bons réflexes. Ouais. Après ça, bon, je pense que l'une de mes forces personnellement, c'est d'être capable de bien m'entourer. J'ai eu des collègues qui m'ont donné d'excellents conseils. J'ai des collègues qui m'ont parfois dit, écoute, oui, tu me parles de 2 élèves, 3 élèves qui dérangent ton cours, mais dans les faits, ça veut dire qu'il y en a 90% qui fonctionnent bien. Ça, c'est une belle victoire. Donc, tu mets beaucoup d'énergie puis beaucoup d'attention à tout ce côté-là négatif, mais tu en as beaucoup que ça se passe super bien. Donc ça, garde-le toujours en tête. Donc, le baccalauréat m'a beaucoup aidé, mais aussi des collègues qui m'ont permis de relativiser certaines choses. Puis après ça, bon, en échangeant, en faisant de la formation, en parlant autour de moi avec certains collègues de mon bac aussi, ça m'a vraiment aidé à me repositionner rapidement, puis à s'échanger du matériel, à se poser des questions, à se remettre en question aussi. Tout ça fait que je pense que j'ai réussi à traverser cette année-là avec certaines difficultés, mais avec quand même confiance en l'avenir. On va y revenir d'ailleurs par rapport à la formation continue. J'aimerais qu'on en revienne, mais on va regarder un peu, bon, par rapport, oui, à un début de carrière, mais le début de carrière, c'est aussi s'approprier le programme de formation, c'est s'approprier la progression, le cadre d'évaluation, toutes ces choses-là. Hein. C'est difficile au départ d'avoir ça. Opération intellectuelle, par exemple. Comment ça se développe chez les élèves. J'aimerais t'entendre un peu sur ça, peut-être ce que tu as vécu, puis ce que tu as développé ou tes réflexions. Ben, dans mon baccalauréat, dans mes 2 cours de didactique, on a parlé beaucoup du programme, des programmes, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, sur l'histoire de géographie, Québec-Canada, monde contemporain, une précision. Mais reste que rentrer en contact avec les programmes en tant que tels, puis les progressions, nous donne certaines balises. Du moins, voici les connaissances que tu dois transmettre d'une certaine façon aux élèves. En fait, ce qui est dur, je pense, à maîtriser au début de carrière, mais aussi en cheminement de carrière, c'est toute de rassembler, en fait, dans nos compétences professionnelles, la maîtrise d'un programme
qui présente les connaissances, ou du moins qui en fait qui précise les connaissances qu'on doit transmettre à nos élèves, un programme qui présente les compétences qu'on doit développer chez l'élève, les repères culturels et ainsi de suite, puis le cadre d'évaluation qui est la manière en fait d'évaluer ses compétences, mais aussi ses connaissances. Donc, il y a toute de jouer avec disons, cette paperasse administrative qui nous donne quand même les balises de comment évaluer nos élèves. Ouais. Ça, en début de carrière, c'est difficile. C'est de la faute parce que c'est pas la seule chose, monsieur, c'est pas la seule chose que tu dois maîtriser. Tu sais, c'est un énorme éventail de trucs, là. Voilà. Puis, souvent, je pense qu'en début de carrière, l'une des erreurs qu'on peut faire, c'est de regarder la progression des apprentissages comme une to-do list, comme une liste à cocher. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça fait que oui, j'ai peut-être transmis ces connaissances-là aux élèves, mais comment j'ai permis le développement des compétences à travers de ça? Est-ce que je les inscris dans une vision globale de l'apprentissage de cette connaissance tout en développant certaines compétences? Et ça, c'est difficile. Je dirais aussi que si on ne comprend pas bien le cadre d'évaluation, c'est aussi difficile de développer les compétences, puis surtout d'y intégrer les connaissances. Donc, il faut être capable de le comprendre. Fait que c'est un jeu d'équilibriste entre tout ça, parce qu'on a 30 élèves devant nous, 30 grenades devant nous, qui peuvent exploser à tout moment pour des facteurs qui sont de notre responsabilité, de notre ressort, ou des facteurs complètement externes. Voilà. Fait que c'est comme si on apprenait à tenir une lance d'incendie pendant un feu de forêt. Donc, en début de carrière, c'est extrêmement difficile, même que ça peut aller plus loin que ça. Et je considère qu'à ma 8e année d'enseignement, c'est vraiment là que je commence à être le plus à l'aise avec cette réalité-là. Ben, ça revient à dire le fameux 5 ans, je te dirais. Hein? Il y a 50% des enseignants qui quittent dans les 5 premières années. En tout cas, je ne sais pas si les chiffres sont encore comme ça, mais moi-même, les 5 premières années, j'avais trouvé ça quand même extrêmement difficile, extrêmement prenant. Mais après ça, ils se développent comme une espèce de 6e sens, un peu d'aisance, en tout cas. Ça ne règle pas tout, mais il y a une aisance. Puis ce que tu me racontes là, c'est que tu commences à sentir cette aisance-là, peut-être à manier tout ça, qui sont comme des espèces c'est comme conduire manuel, mais plus difficile. Oui, puis une fois qu'on comprend bien le cadre d'évaluation, qu'on comprend bien c'est quoi une opération intellectuelle, puis qu'on comprend bien le programme et la progression des apprentissages, dans notre esprit, on sait que pour présenter telle connaissance, ben, on peut, puis ça devient un réflexe, on peut le jumeler avec une opération intellectuelle du cadre d'évaluation. Donc, rapidement, on se dit, bon, pour présenter, je sais pas moi, la densité de population, ben, je peux, par exemple, prendre celle d'une métropole, disons Montréal, ou on peut prendre le Caire, on peut prendre Pékin, puis le comparer à la densité de population de Rivière-du-Loup. L'élève, rapidement, va comprendre que dans une métropole, la densité, elle est beaucoup plus élevée que dans une ville comme Rivière-du-Loup, par exemple, où il y a 22-23 000 habitants. Donc, l'élève, on sait rapidement comment prendre nos connaissances et comment aller chercher dans le cadre d'évaluation la bonne opération intellectuelle qui va lui permettre de la comprendre et de acquérir, en fait, cette connaissance-là. Puis rapidement, on est capable, en une fraction de seconde, plus les années passent dans notre carrière, de dire, ben, ça, je le présente de cette façon-là, ça, je vais le présenter de cette façon-là. À l'intérieur même d'une période, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations intellectuelles qu'on va être capable, en expliquant, mais aussi en donnant certaines activités aux élèves, de leur permettre de développer ça. Donc, d'être évalué de la bonne façon et d'acquérir correctement cette nouvelle connaissance. Oui, absolument. Ça fait beaucoup de sens, effectivement. Puis, il y a cette notion-là aussi, lorsqu'on suit nos études et tout, bon, c'est très théorique. Quand on arrive devant la classe, tu parlais de l'importance d'animer. Puis souvent, on a l'impression aussi qu'il y a cette fameuse verticalité-là qui existe et qui doit exister absolument. Je suis l'enseignant, vous êtes les apprenants.
ça va comme ça, c'est tout. Est-ce que c'est nécessaire, cette verticalité-là, dans toutes les situations? Ben, vois-tu, c'est une discussion qu'on a pour la première fois à notre école cette année. Je sais qu'on en parle depuis quelques années déjà, dépendamment des milieux. Notre milieu, cette année, on va faire une journée dans notre champ, justement, dans le champ de l'univers social, pour se questionner sur qu'est-ce qu'on doit voir, par exemple, au premier cycle, qu'est-ce qui doit être seulement abordé, qu'est-ce qui doit être maîtrisé, quelles opérations intellectuelles doivent être maîtrisées rapidement, lesquelles on décide d'aborder, puis à quel moment décide-t-on de le faire. Est-ce qu'on souhaite que, par exemple, à la fin de deuxième secondaire, les élèves soient en mesure de maîtriser les opérations intellectuelles pour qu'on puisse y greffer une question de compétence 1, une question de compétence 2 qui s'ajoute aux opérations intellectuelles dès la troisième secondaire? Mm-hmm. Est-ce qu'on souhaite ça? Puis après ça, à partir de troisième secondaire, est-ce qu'on souhaite que, par exemple, la C2 en histoire Québec-Canada, est-ce qu'à la fin de troisième secondaire, on peut supposer que l'élève la maîtrise? Parce que la C2 a quand même une complexité peut-être un peu plus simple, je dirais, que la C1, qui est le fameux schéma que vous avez tous en tête ici, qui est quand même complexe et souvent, quand un élève le rate, ben, il le rate presque en entier. Tu parles du schéma qui se trouve être la deuxième partie du gros examen du ministère. Exact. Ce schéma-là est hiérarchisé, là, qui est apparu depuis quelques années. Pas beaucoup d'années non plus. Moi, je suis allé en direction 2 ans, fait que c'est comme s'il y a eu une coupure. Mais effectivement, cette question-là, elle peut être embêtante, puis elle peut être même aussi assez... je me pose la question. Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle est nécessaire? Je pense que oui, mais le nombre de points qu'on lui alloue, en tout cas, je m'excuse, je t'ai coupé, là, mais... On est à quoi? À peu près à 15% de l'évaluation. Ouais. Pour cette simple question. On est à 8 sur 60, là, disons. Ouais. Donc, tu sais, il y a ça, puis il y a la question de savoir quand est-ce qu'on veut l'aborder avec les élèves. À quel moment dans leur cheminement c'est pertinent de le faire? Est-ce qu'on l'aborde alors que les opérations intellectuelles ne sont peut-être pas maîtrisées? Donc, en même temps, elle est dans le programme, donc il faut d'une certaine façon l'aborder, la présenter, l'évaluer, mais est-ce qu'on met vraiment toute l'énergie sur l'explicitation, par exemple, de comment y répondre? C'est des questions qu'on doit avoir en équipe, parce que dépendamment des milieux, je m'excuse, on n'a pas tous les mêmes réalités. On est peut-être dans un milieu qui est très aisé, où nos élèves rapidement sont capables de répondre à une question, d'établir des liens de causalité dès le milieu de première secondaire. Peut-être qu'on a une forte proportion d'élèves qui sont capables de le faire. Ouais. Donc, si ça s'est réglé assez rapidement, est-ce qu'on peut tranquillement y greffer des éléments plus complexes? Donc, évidemment, en respectant la zone proximale de développement de l'élève, et en respectant le milieu et leur capacité. Fait que, il y a toutes ces questions-là doivent être abordées en équipe. Puis, dans un autre contexte un peu plus large, dans une école où il y a plusieurs projets particuliers, la réalité d'un groupe de première secondaire n'est peut-être pas la même dans tous les cheminements. Donc, après ça, est-ce qu'il y a une verticalité qui doit être faite par niveau, par parcours? Est-ce que les réalités sont les mêmes dépendamment de la composition de classe? C'est un autre enjeu. Un enjeu qui doit aussi être considéré. Parce qu'avec les élèves que j'ai aujourd'hui en éducation internationale, c'est pas les mêmes élèves que ma collègue en première secondaire qui a des élèves du cheminement exploration, par exemple, ou des élèves qui bougent un peu plus, qui ont certains besoins supplémentaires, ou la différenciation est vraiment un enjeu majeur dans ces groupes-là. Ouais. Donc, même si on fait la verticalité en équipe, ma réalité n'est pas la même que mes collègues. En effet. On s'en vient dans une école qui, tranquillement, puis je sais que plusieurs personnes qui vont écouter cet épisode-là vont peut-être se sentir interpellées par ça, parce qu'ils vont peut-être se voir, d'une certaine façon, imposer une verticalité, alors qu'ils vont avoir de la misère eux-mêmes à la respecter. Puis pour d'autres, ben, ça va être comme sur une autoroute. Ils vont prendre le TGV, puis ça va aller super rapidement. Puis ils vont dire hey, moi, la verticalité, j'adore ça. J'ai répondu à tous les objectifs. Mais oui, mais. Ouais. et tout ça se fait dans un objectif d'épreuve ministérielle. Donc, on prépare à l'évaluation. Donc, il y a aussi cette question-là. Est-ce que l'enseignant d'histoire, son mandat, plus largement, l'enseignant d'histoire d'éducation à la citoyenneté, c'est de passer une épreuve?
Ah oui, puis on tombe souvent dans cette réflexion-là. Moi-même, ça fait 25 ans que je l'enseigne, puis des fois, j'ai l'impression que je les prépare à une épreuve, alors que l'objectif ultime, c'est pas vraiment ça. Je veux dire, tu sais, c'est de former des citoyens qui sont capables d'avoir un raisonnement critique et puis qui ont une connaissance de l'histoire peut-être la meilleure qu'on peut leur donner, là, puis une maîtrise de certaines choses. C'est un programme très intéressant, par contre. Depuis quelques années, moi, j'ai passé à travers divers programmes, là, mais le programme qu'on vit en ce moment, moi, je le trouve stimulant, puis je trouve qu'on n'a jamais eu autant de profondeur. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais de profondeur dans ce qu'on voit. Puis même dans le développement des opérations intellectuelles, mon Dieu, il y a quelque chose à travailler en tabarouette là-dedans. Il y a vraiment, moi, il me reste peut-être une dizaine d'années à faire, puis j'aimerais ça pouvoir développer des outils, tu sais, pour que ça aille mieux, pour que les jeunes, tu sais, ça développe leur cerveau, là, ces opérations intellectuelles-là, puis ça va leur servir vraiment beaucoup plus que ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire des choix de réponse. Tu sais, les fameux choix de réponse. Je sais Oui, pas si toi, c'est ça en tant qu'élève, puis ça allait rapidement, puis on était habitué là-dedans. Ah non, c'est une très belle réflexion là, à avoir. tout à fait. Puis je dis tout le temps à mes élèves, dès qu'ils entrent en première secondaire, je dis, vous comprenez pas tout de suite pourquoi on parle de la sédentarisation, puis des premières civilisations, puis de la première expérience de démocratie. Mais je peux vous jurer que le dernier cours de deuxième secondaire, à la fin de l'année, si je vous ai pendant 2 ans, je vais vous dire, écoutez, on va partir de la sédentarisation, puis voici ce que vous avez appris là. Voici ce qui s'est greffé à ça dans la civilisation. Voici pourquoi on a parlé de la première expérience de démocratie, pourquoi on a parlé de tout ça. Pour leur faire comprendre que, OK, on a passé tout ce cheminement-là et on peut voir que la société d'aujourd'hui est le résultat de toute cette évolution-là. Donc, quand je parle des idées des Lumières, elles sont encore présentes aujourd'hui. Pourquoi qu'on en parle? Parce qu'elles sont apparues à ce moment-là et qu'elles ont une influence majeure sur notre société démocratique, du moins une société occidentale. Donc, tranquillement, il y a des morceaux qui s'y greffent pour finalement faire le casse-tête de la société actuelle. C'est plein de petits morceaux qu'on ajoute qui présentent l'histoire de l'humanité en petits bouts, évidemment. C'est très loin d'être complet, mais du moins, ça leur donne quand même une certaine manière. Puis ça, je trouve que c'est plus important de comprendre le chemin de l'espèce humaine plutôt que de développer une opération intellectuelle dans les faits. Ah, ben oui, effectivement. C'est bien l'opération intellectuelle, mais effectivement, oui, le sens profond de l'histoire, d'être capable d'expliquer ce qui nous entoure. Dans une période de grand bouleversement, des fois, mais pourquoi ce qui se passe actuellement dans tel pays, ce qui se passe actuellement dans tel régime politique, pourquoi est-ce que ça vous fait tellement d'émotions? Pourquoi? Donc, on est capable d'expliquer ça, en fait. Tout à Alors, fait. puis, bon, quand on commence en enseignement, c'est une chose, mais il y a aussi toute la notion qui est couverte avec Balado Pédago et tout ça, bien sûr, et avec d'autres choses. Bon, les fameuses heures de formation professionnelle. Mais la formation continue. La formation continue, cette fameuse formation-là, ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est nécessaire. OK? Je l'ai fait de façon personnelle au fur et à mesure de ma carrière, mais, mais j'aimerais aussi t'entendre peut-être là-dessus, ta vision de cette formation continue-là. Hein. Est-ce que, tu sais, comment est-ce qu'on peut se former? Comment, en tant que jeune prof ou en tant que pas prof moins jeune, mais comment on peut aller chercher cette formation-là, des idées, peut-être? Oui, en fait, d'abord, pour quelqu'un qui débute puis qui est pas nécessairement encore très connecté, disons, avec le milieu et qui sort de son bac, qui cherche à aller acquérir du bagage supplémentaire, d'abord, il faut comprendre qu'il y a tout plein de formations continues gratuites. Ça, c'est ce que je peux souligner. Pas besoin d'aller nécessairement en congrès d'abord, pas besoin de payer pour des formations dans des événements ponctuels ici et là dans l'année. Il faut comprendre que un organisme en fait qui donne la formation gratuite, École en réseau. D'abord, École en réseau, pour qui je suis enseignant en ressources, là, je ne le cacherai pas, offre de la formation et parfois ils le font en collaboration avec des profs directement dans les milieux qui partagent leurs activités pédagogiques, qui sont des communautés de pratique où on échange nos pratiques, on discute, on avance. Bon, c'est très bien en fait pour avoir de la rétroaction rapidement. On peut parler de ce qu'on fait en classe, puis d'avoir des experts de contenu qui justement vont te conseiller. Évidemment, si tu es fan d'auto-formation,
Tu peux avoir, par exemple, Cadre 21 qui donne de l'auto-formation sur la gestion de classe, sur la réalité virtuelle, réalité augmentée, sur beaucoup de domaines, sur la classe inversée. Donc, il y a une grande offre de formation de ce côté-là, notamment si tu veux faire du balado en classe. On en parlait, Cadre 21 est un organisme. Après ça, Campus Récit. Si tu ne connais pas ton récit national, à ce moment-là, ben, je t'invite à aller voir d'abord Campus Récit où il y a de la formation disciplinaire, donc que tu sois prof de sciences, de français, d'histoire, de géographie, monde contemporain. Plein d'auto-formations si tu veux découvrir Google Earth, par exemple, ou Minecraft. Si tu veux te lancer, ben, c'est déjà un bon point de départ. Les sites du récit où on présente, par exemple, plusieurs webinaires avec recitus.qc.ca. Et si jamais tu veux aller échanger, découvrir des partages pédagogiques qui ont été faits, va d'abord sur le groupe Facebook Planète Univers Social, qui est une communauté de plusieurs milliers de profs qui ont partagé plusieurs de leurs tâches pédagogiques, qui ont partagé des questionnaires, qui ont partagé des activités ou du moins de belles réussites, parfois des supports de présentation. Il y a vraiment beaucoup de très, très belles ressources. Puis, tu peux aussi poser des questions. C'est-à-dire, c'est ma première année d'enseignement, j'enseigne en histoire de 4e secondaire, je suis tout seul dans mon école, j'ai besoin de conseils. Donc, où est-ce que vous êtes rendu? De quelle façon voyez-vous ça? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mes élèves dans leur préparation à l'évaluation du ministère? Et là, il y a plein de personnes qui vont être super bienveillantes envers toi et qui vont te donner des conseils ils vont te parler de leur expérience, comment ils le font, et ça va pouvoir t'inspirer sur qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi et justement qu'est-ce qui te rejoint aussi. Parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, enseigner, il ne faut pas mettre les bottines de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des conseils qui ne correspondront pas à notre façon d'enseigner, ils vont plus nous nuire qu'autre chose. Donc, on peut aller retirer des petits morceaux qui font notre bonheur et ça va nous permettre justement de donner, je pense, un meilleur rendement, une meilleure prestation pour nos élèves. Absolument. Puis c'est bon de se le rappeler, ce que tu viens de dire là. Autant quelqu'un que ça fait 20 ans que quelqu'un que ça fait 10 ans ou 5 ans. Parce que on en oublie souvent avec le quotidien à dire il y a plein de ressources, mais c'est quelles les ressources principales? Où est-ce que je vais aller m'abreuver? Donc, c'est intéressant de penser aussi à contacter son CP aussi. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être gêné de le faire. Hein? Exactement. Puis c'est quelque chose qui va leur faire plaisir. En fait, un conseiller pédagogique, on ne dérange jamais un conseiller pédagogique. En fait, son travail, c'est de nous appuyer. Puis, ce qui est intéressant avec les conseillers pédagogiques, c'est souvent, ils vont chercher des opportunités de venir dans les écoles. Parce que de plus en plus, on veut les voir dans les écoles, puis c'est un peu leur mandat aussi. Et de connecter avec le milieu, c'est important à la fois pour eux, puis c'est important pour nous. Parce que de se montrer des fois peut-être vulnérable avec un conseiller pédagogique, lui va pouvoir avoir un regard ou elle va avoir un regard différent sur notre pratique et va peut-être nous sortir des éléments auxquels on n'avait absolument pas pensé ou peut-être même des points positifs de notre enseignement. D'amener un conseiller pédagogique dans notre classe qui regarde le tout, par exemple, d'une vision extérieure, qui est derrière, puis qui nous dit après la période, ça c'est un bon coup. Ça, j'ai vraiment apprécié que tu aies fait ça. Tu as bien fait de prendre cette ressource-là. J'en connais une autre. Veux-tu que je te la présente? La tâche pédagogique que tu as fait ici, j'aurais peut-être juste ajusté ceci pour peut-être être plus efficace. Donc, où j'aurais présenté ce contenu-là peut-être après ce contenu. Fait il est capable de faire des liens qui parfois nous échappent et qui vont nous permettre d'enrichir notre enseignement. Donc, les conseillers pédagogiques sont des très, très belles ressources aussi, puis sont connectés à des réseaux dont on ignore l'existence. Le groupe des responsables en univers social, le GRUS, si je prends l'acronyme, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Okay. J'ai eu la chance d'être répondant de matière. Je n'étais pas conseiller pédagogique une année, mais on n'avait pas de CP, donc je répondais aux différentes questions sur la matière. Puis j'ai été ajouté justement à cette chaîne de courriel du GRUS. J'ai été en contact avec plusieurs personnes qui ont été tout simplement formidables. Puis je vois aussi les comptes rendus de leurs rencontres. Ces personnes-là sont quand même des ressources incroyables qui peuvent conseiller nos conseillers pédagogiques et ceux-ci vont faire
peu top-down, vont nous apporter certains documents, certains lexiques, certaines activités et vont vouloir peut-être les expérimenter dans nos classes. Donc, vraiment, ces personnes-là peuvent être extrêmement enrichissantes. Puis, pour vous donner un exemple avant de les laisser reprendre, on voulait faire un lexique pour nos élèves en francisation. Donc, on a beaucoup d'élèves, notamment dont le français n'est pas leur langue de base, qui arrivent en première secondaire. Et Dieu sait que le vocabulaire et les concepts en histoire de première secondaire, en géographie aussi, sont nombreux. Donc, comment on peut faire pour leur expliquer un concept en mots simples, peut-être même avec un petit pictogramme, peut-être avec quelques mots semblables, quelques synonymes. Mais avant de tout monter de A à Z, valider avec notre CP, qui lui peut passer par le GRUS pour aller voir, est-ce que vous avez déjà ça? Pensons par exemple à des classes d'accueil dans différentes régions, notamment Montréal. Donc, c'est une réalité qu'ils ont depuis vraiment, vraiment longtemps. Et peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Fait que parfois, 2-3 échanges de courriels nous permettent d'avoir accès à une ressource qui nous a sauvé peut-être des dizaines d'heures. Donc, le conseiller pédagogique, sur le plan, on a parlé un peu d'entraide, mais aussi de la formation continue, est une ressource inestimable dans nos milieux, puis il faut le solliciter pour valoriser, je pense, sa présence dans notre milieu. C'est vraiment beaucoup d'éléments comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer aussi dans la description à peu près tout ce que tu m'as nommé là, pour avoir une liste là, intéressante là, de ces partenaires de formation-là, de ces ressources-là. Tu m'avais parlé de littérature jeunesse par rapport à l'univers social. Je suis curieux. Oui, en fait, j'ai eu une idée folle. C'est l'an dernier. En fait, c'est au mois de février l'an passé, donc on est presque au même moment. Je lisais beaucoup des romans graphiques, des bandes dessinées sur l'Holocauste. Donc, c'est un sujet quand même qui me touche personnellement, donc ça vient me chercher vraiment, c'est quelque chose qui me prend droit au cœur à chaque fois que je lis ça. J'ai l'impression de créer des Horcruxes pour la référence à Harry Potter. J'ai l'impression que mon âme se sépare en deux à toutes les fois que j'entends voir l'Holocauste. C'est dur. Puis, je me suis dit, OK, la progression nous parle pas vraiment d'Holocauste, nous parle beaucoup de reconnaissance des droits, des libertés et des droits civils, donc notamment les populations afro-américaines, ou par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, le droit des femmes aussi. Mais dans les repères culturels qu'il y a, puis un peu aussi dans le programme, on parle de négation des droits. Donc, on va parler comment une population se fait retirer ses droits, donc progressivement. Donc, je me suis intéressé à comment je pourrais amener l'élève à comprendre cette négation des droits à l'aide de la littérature jeunesse. Donc, tranquillement, je me suis fait une petite bibliothèque personnelle de romans graphiques, de bandes dessinées sur l'Holocauste, notamment l'histoire de Ginette Kolinka, que j'aime beaucoup cette histoire-là, très imagée aussi. Donc, tranquillement, j'ai acheté quelques œuvres. J'ai demandé à la bibliothécaire à l'école aussi d'en faire l'achat de quelques-unes. Elle avait du budget l'an dernier pour le faire, donc elle dit souvent on finit avec un budget, on n'est pas capable de tout le dépenser. Donc, elle a fait quelques achats aussi. Donc, j'ai amené mes élèves de deuxième secondaire à la fin de l'année à lire une œuvre de littérature jeunesse. Donc, chaque élève avait son roman graphique ou sa bande dessinée pour comprendre l'Holocauste. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce sont quand même des récits. Souvent, c'est un devoir de mémoire. Donc, la personne a partagé son histoire pour qu'on puisse, juste pour que ça reste, en fait, que ça soit durable, qu'on se souvienne de sa mémoire. C'est une extension de sa mémoire, en fait, cette œuvre-là. Puis, on a confronté, en fait, l'œuvre de littérature jeunesse à un dossier documentaire. Donc, l'élève travaillait ses compétences en univers social, travaillait ses opérations intellectuelles, justement en regardant quels sont le degré, disons, de similitude entre le dossier documentaire que j'ai à portée de main et ce qui est présenté dans l'œuvre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a ajouté 2 éléments qui sont souvent oubliés, je pense, en histoire. C'est la question de l'agentivité. Donc, les populations juives qui ont subi, en fait, l'Holocauste ne sont pas uniquement des victimes. Ont aussi posé des actions et n'ont pas resté... ils n'ont pas été passifs par rapport à la situation. Il y a plusieurs histoires de désobéissance civile, il y a des histoires justement de lutter contre ce moment-là.
de l'histoire. Donc, ça a été super. Puis l'autre élément qu'on oublie souvent, c'est la pluralité des réalités. C'est-à-dire que pour certains, ils vont vivre l'Holocauste comme une victime, vont être envoyés dans les camps, justement, ils vont subir, alors qu'une personne va avoir vécu l'Holocauste en agissant, en luttant, en faisant des réseaux clandestins. Certains vont s'être cachés. Donc, en tant que tel, la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste en particulier, c'est plein de petits fragments d'histoires différentes, de personnes qui l'ont vécu différemment. Et toutes ces petites pièces du puzzle-là nous donnent une réalité qui se rapproche un peu plus de la vérité. La vérité n'est pas possible, on ne peut pas avoir vraiment un portrait 100% juste, mais du moins, c'est plein de petits morceaux qui montrent que c'est plus complexe que ça. Donc, la littérature jeunesse m'a permis, je pense, d'aborder chacune de ces réalités-là parce que les élèves n'avaient pas tous la même œuvre et avaient tous un petit peu des petits bouts de l'histoire. Puis évidemment, on a fait un partage ensemble. Ben moi, dans mon histoire, il s'est passé ça. Ah ouais, moi, c'est plus ça. Fait qu'on a pris toutes ces petites pièces de puzzle-là puis on les a mis ensemble. Et ça a vraiment donné je dirais, une très belle activité, empreinte d'empathie, empreinte de considération, je pense. Et cette éducation-là est quand même aussi nécessaire pour éviter des gestes à caractère haineux ou surtout dans le monde qu'on vit actuellement, je pense que une banalisation de certains gestes par l'ignorance, en fait, de la réalité. Là, c'est ça. Et c'est très intéressant. J'utilise un peu la bande dessinée, mais en 5e secondaire, bande dessinée avec Joe Sacco, des reportages, des choses comme ça. Mais peut-être qu'au premier cycle, ça serait peut-être un petit peu trash, on pourrait dire, d'utiliser des images comme ça, qui sont quand même d'une certaine violence. Mais oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est vrai que cette littérature jeunesse-là est très intéressante. Puis les œuvres littéraires aussi, je pense qu'elles sont sous-utilisées. Est-ce que tu as un exemple d'œuvre littéraire, par exemple, qui peut être proposée? Ou... Tu vas trouver que je suis intense, mais en fait, je connais un peu mes élèves en éducation internationale là, en secondaire 1. Cette semaine, on a lu certains passages de l'Iliade. Oh oui, ok, j'avais jamais pensé ça. C'est vrai que c'est quelque chose, ça. Ben, on a lu en fait quelques passages, notamment disons Paris et Ménélas qui s'affrontent. Bon, on a parlé de ça, on a parlé aussi de Ulysse quand il s'en va dans les enfers et qui voit le fantôme, par exemple, disons pas le fantôme, mais en tout cas, disons et qui voit Achille qui est mort aussi, qui est mort durant la guerre de Troie. Donc, on a vu quelques passages, quelques dialogues, puis les élèves cette semaine avaient justement à prendre quelques notes à des événements clés du film 3 de 2004. Donc, ils voyaient en fait comment c'était présenté dans l'œuvre cinématographique et devaient le comparer à certains passages de l'Iliade. Donc, quelles sont les similitudes aussi, les différences, quelles sont les libertés cinématographiques qui ont été prises pour représenter cette œuvre de la mythologie grecque, cette œuvre d'Homère. Fait qu'on est allé là cette semaine, puis on était en fin d'étape évidemment, donc là on était juste avant la relâche aussi. J'ai dit écoute, on va écouter un film, ça va me faire plaisir qu'on regarde un film ensemble. On vient de finir la Grèce justement, donc on vient de finir la première expérience de démocratie. Et là je leur explique à la fin de la guerre de Troie, à la fin de l'Iliade, ben, t'as Énée qui est là. Puis Énée, quand même, est un des ancêtres de ceux qui ont fondé Rome. Donc, dans cette histoire-là de Rémus et Romulus. Oui. Donc, fait que, tu sais, là, je fais tout ce lien-là. Ça ferait une belle transition, quand même. Bon. C'est intense un peu, cette idée-là, mais ça fait partie d'une œuvre littéraire qui a été utilisée pour travailler un peu ces opérations intellectuelles en histoire. Donc, absolument, mais écoute, c'est une source. Ça fait partie d'une source. Puis je suis d'accord avec toi, moi, de confronter des fois avec des œuvres qui peuvent paraître à prime abord inabordables ou c'est trop vieux ou quoi que ce soit, mais on a des belles on a des réactions positives, je trouve, dans ce temps-là. Les jeunes, ils nous disent, ben, ils me prend pas pour un niaiseux ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, non, ça fait du sens, ce que tu dis là. Puis en même temps, ben, ils voient que c'est spécial. Puis on rit un peu, là, la langue, puis le poème, puis tout ça. Donc, c'est ça. Puis moi, ce que je déplore parfois,
c'est qu'on sous-estime ces élèves-là. Puis mes élèves, je les connais bien, puis je leur présente ça sous forme de défi. Écoutez, on va regarder quelques passages. Je vais vous parler, c'est qui les personnages qu'il y a dans cette histoire-là, puis pourquoi on parle du talon d'Achille de quelqu'un aujourd'hui, qu'on parle de sa kryptonite, de sa faiblesse. Pourquoi on parle de ça encore aujourd'hui, alors qu'on présume que l'histoire s'est passée entre 1100 et 1300 avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi on est 3000 ans plus tard, puis on utilise encore ces mots-là? Pourquoi on parle, on connaît le nom d'Aphrodite encore? Pourquoi il est tombé en amour avec Hélène? Pourquoi il a volé la femme de l'autre? Là, on parle de la pomme d'or. Bref. Mais c'est des sujets. Oui, vas-y. Non, mais la mythologie, c'est à peine touché un petit peu dans le programme. Donc, encore une fois, dans la progression. Mais ça, les élèves sont curieux. Ils ont tous déjà entendu parler du cheval de Troie. Il y en a 2 dans ma classe qui étaient capables d'avoir ce repère culturel-là, de savoir c'est quoi? Ben, c'est un cheval dans lequel il y avait des soldats, ils ont ouvert la porte de Troie. Les autres élèves, ils disent d'où c'est qui c'est ça? mais ça fait partie, je pense, de cette idée-là de culture générale derrière, puis d'avoir un minimum de connaissances, de vocabulaire, puis d'être capable de soutenir une conversation intelligente parfois. Ah oui, puis c'est très important, oui, effectivement. Tu me parlais finalement, pour terminer, des jeux sérieux. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, au niveau des jeux sérieux? Moi, j'avoue que j'avais de la misère un peu à... Je l'ai déjà entendu à quelque part, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu? Oui, ben, jeux sérieux, en fait, on parle souvent disons, de simulation. On va dire ça comme ça. Disons, je vais en donner 2 exemples ici. Pensons au premier cycle pour les risques naturels, notamment. Parlons d'un jeu qui est fait par l'UNESCO, Stop Disaster. Donc, arrêtons les catastrophes pour le franciser. Donc, c'est un jeu qui est en ligne, qui nous permet de mettre en place des mesures d'atténuation pour réduire les risques de tsunamis, de feux de forêt, de cyclones, et ainsi de suite. Donc, de tremblements de terre. Donc, on a un territoire en géographie qui est très intéressant en première secondaire, qui est le territoire urbain soumis aux risques naturels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les bâtiments? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population sache quoi faire? Donc, ils ont comme 10 minutes pour mettre le plus d'aménagement possible, de plus de mesures d'atténuation pour s'assurer d'avoir le moins d'impact possible. Donc, si on aborde San Francisco, par exemple, ben, on est en mesure d'amener nos élèves à comprendre quelles mesures fonctionnent, quelles mesures sont peut-être moins pertinentes. Donc, on a un jeu qui est plus sérieux, qui est en lien avec notre programme, évidemment, et de voir aussi cause-conséquence. Donc, si je fais ça, j'ai réduit les impacts. Donc, d'une certaine façon, le jeu sérieux, comme celui-là, permet à la fois de travailler les opérations intellectuelles et en respect du programme et de la progression des apprentissages. Donc, de prendre un petit moment pour les amener à comprendre la mécanique de jeu-là, puis de le faire plus sérieusement, peut les aider à développer certaines compétences à l'extérieur de la feuille puis du papier crayon, par exemple. Le second, Minecraft Éducation. Je suis vendu sur Minecraft Éducation. La majorité des centres de services aujourd'hui, il est inclus, dans le fond, avec la licence que les élèves ont pour leur compte scolaire. C'est super intéressant. Et ce qui est bien avec Minecraft Éducation, c'est que ça nous permet d'avoir chez l'élève une rétroaction rapidement aux actions qu'il pose. C'est-à-dire que s'ils veulent aménager un territoire, ils veulent proposer une solution à un enjeu territorial, principalement en géographie, ben, ils vont voir tout de suite de leurs yeux ce qu'ils ont fait, puis ils vont être capables des fois on se recule, des fois on monte dans les airs, puis on regarde notre territoire, on dit « Ouais, peut-être que je ne suis pas en train de répondre correctement à l'enjeu. Peut-être que je vais l'aménager différemment. » Je donne un exemple, les îles Galapagos pour le territoire protégé. Donc, les élèves doivent réfléchir à comment j'aménage les îles Galapagos pour respecter la faune et la flore, tout en permettant aux touristes de profiter des îles Galapagos et de leur faune et de leur flore endémique. Donc, l'élève va dire « Monsieur, je peux-tu faire un hôtel? Est-ce que tu respectes le fait que 97% du territoire des îles doivent rester vierges d'une certaine façon? Ouais, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que je peux faire de l'asphalte avec des autos? Réfléchis une minute. Pense au milieu de vie. Le touriste, il est là de façon passagère. Est-ce que de faire une route
ne détruirait pas en quelque sorte l'écosystème dans lequel se trouvent ces espèces. Donc, je lui pose ces questions-là et rapidement, il va s'interroger, dire, OK, ouais, peut-être que ça, je vais le faire ici. Peut-être que si je fais juste un poste d'observation, ça va permettre de respecter leur milieu de vie parce que c'est le touriste qui entre dans le milieu de vie. C'est d'avoir un peu ce regard-là. Puis moi, je peux les questionner, je peux écouter leurs questions, puis je peux leur reposer une question pour qu'ils réfléchissent encore plus. Donc, au lieu de leur passer du contenu puis de leur dire ce qu'il faut faire, ben, on peut, avec le jeu sérieux, justement, arriver à lui proposer, à le faire réfléchir sur les décisions qu'il prend et sur l'aménagement du territoire. Vraiment, wow, super. Écoute, Mathieu, je pourrais te parler longtemps comme ça. Une mine d'informations, y compris pour moi. J'ai l'impression que j'apprends, j'ai pas l'impression, j'apprends beaucoup de choses en te parlant. Tes élèves, ton école sont vraiment chanceux là, de t'avoir, honnêtement. Là. C'est impressionnant. Puis j'ai beaucoup appris, là, comme je t'ai dit, à connaître quelqu'un aussi, très humain. Alors, écoute, c'est ce qui conclut notre discussion. Je pense que voilà. Oui. Écoute, ça m'a fait plaisir d'y être, puis honnêtement, j'aime ce que je fais. Puis, oui, ça apparaît. Puis c'est ça que je veux faire voir aux gens, qu'il y a des profs qui sont motivés. J'avais une stagiaire récemment, justement, qui m'a dit « T'es complètement fou. » Elle me dit, stage 1, qui est très, très lucide, elle me dit « T'es complètement fou, tu préfères la moitié parfois de ce que tu fais dans une journée, puis il n'y a personne qui pourrait chialer sur ce que tu fais. » Mais elle me dit « Il y a une chose que je vois, t'as du fun. » Regarde, elle dit, tu as du plaisir. Tu arrives tôt le matin, tu es de bonne humeur, tu as un beau lien avec tes élèves, tu souris, les élèves te le renvoient bien, tu réussis à avoir du plaisir, mais en même temps à les ramener facilement. Donc, moi, ce que je veux, c'est quand je vais enseigner, je veux pas avoir l'air de venir faire une job. Je veux pas avoir l'air de puncher quand j'arrive à 7h40 le matin, puis je veux pas avoir l'air de puncher quand je pars à 4h30. C'est pas ça mon désir. Mon désir, c'est d'arriver dans mon milieu de travail, avoir du fun. On se cachera pas que l'enseignement, ça peut être difficile à certains moments, mais ce lien-là qu'on peut avoir avec nos pairs, avec nos collègues, avec les élèves, avec les parents aussi parfois, avec notre direction, ces liens-là restent durables. C'est des liens qui sont humains. Puis l'investissement va toujours en valoir la peine, même si parfois les élèves ne nous le rendront pas. Ça arrive très bien. Mais au final, même s'ils ne le réalisent pas tout de suite, je pense pas qu'il y a un élève pour qui on s'est investi qui n'a pas apprécié ce qu'on a fait à l'intérieur de lui-même. Il faut rester soi-même aussi. Hein? C'est toujours de rester soi-même en tant qu'enseignant. C'est comme ça qu'on va aller chercher davantage le jeune en étant... Les élèves le savent. Les élèves le voient. Quand on essaie de jouer une game, on a 30 juges qui sont là devant nous et disent pour qui il se prend? Il n'est pas lui, il joue une game, il joue un rôle, il n'est pas authentique, il se montre pas, il y a une coquille en avant. Et on revient au point de la vulnérabilité. Enseigner, c'est être vulnérable. Ah oui. Oui, effectivement. Alors, ça pourrait être le sujet d'une autre discussion. Écoute, merci Mathieu, merci et je te souhaite une excellente semaine de relâche bien méritée. Oui, merci beaucoup, merci de l'invitation, puis à toi aussi. Merci. Discuter avec d'autres éducateurs souvent plus jeunes que nous, c'est une occasion de mieux se renouveler comme enseignant, je pense. C'est rafraîchissant. Mathieu, c'est un bel exemple d'une relève inspirante qui donne le goût de continuer. La richesse de cet échange me permet de vous lier divers liens dans la description du balado.